Bonjour à tous et à toutes, je suis Justin Weiss, je suis le fondateur et le directeur général du Forum de Paris sur la paix. Et dans cette deuxième saison de notre podcast, on explore ensemble les grands défis de notre époque et les pistes qui s'ouvrent à nous pour réinventer la diplomatie dans un monde qui change. Réinventer la diplomatie dans un monde qui change, c'est notre slogan depuis un an. Et aujourd'hui, on se penche sur les questions climatiques avec comme titre le bilan après 10 ans de l'accord de Paris. Mais on va aller beaucoup plus loin, évidemment, que seulement le bilan. On sait combien le dérèglement climatique bouleverse les équilibres géopolitiques mondiaux, rebat les cartes. La COP30 était très attendue, celle qui s'est déroulée à Belém au Brésil, donc début novembre dernier. Après 2 semaines de négociations, le bilan est, comme souvent après les COP, assez contrasté. Est-ce que c'est le signe que les COP, ça ne fonctionne pas bien? Est-ce que la gouvernance du climat devrait passer par d'autres mécanismes de conciliation, de coopération, tant l'urgence climatique semble s'imposer? Et de l'autre côté, le climat, ou plutôt la crise climatique, ou le réchauffement climatique, est décrit comme un canular par Trump, qui ne manque aucune occasion dénoncer la fausseté et les illusions. Il est relativement seul, mais évidemment, c'est les États-Unis, et donc il compte beaucoup, et ça aussi, je voudrais qu'avec vous, on en parle. Enfin, comment est-ce que les puissances émergentes, ce réseau des puissances moyennes dont parlait Mark Carney à Davos, peuvent réagir et peuvent sauver en quelque sorte l'agenda climatique, ou en tout cas le faire avancer, même en l'absence des États-Unis. Pour discuter de ces sujets cruciaux, j'ai le plaisir d'accueillir 2 personnes qui pourront nous guider dans ces problématiques. D'abord, très heureux d'accueillir Laurence Tubiana, qui est la directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. Laurence, tu as été l'architecte des accords de Paris de 2015, et moi j'étais au Quai d'Orsay à l'époque, au Centre d'analyse de prévision et de stratégie, et j'ai pu être le témoin de ce travail à partir de juin 2013. Travail très acharné et très remarquable, parce que rien n'était gagné. Or, les accords de Paris, c'est le fondement de notre action climatique aujourd'hui. Tu es également professeur à Sciences Po, et bientôt tu seras la doyenne de l'école du climat à Sciences Po, qui accueillera ses premiers étudiants en septembre prochain, à la rentrée 2026. Et tu as d'autres fonctions, notamment à l'Agence française de développement et ailleurs. Évidemment, à toi, je demanderai notamment le bilan de ce qui fut l'un des opus magnum de ta carrière, donc les accords de Paris de 2015. Je suis très heureux également d'accueillir Ferréol Delmas. Bonjour Justin. Bonjour Ferréol. Ferréol, tu es le fondateur du think tank Écologie Responsable, qui est né la même année que le Forum de Paris sur la paix, c'est-à-dire en 2018. Et actuellement, tu es, en plus de ça, chargé d'enseignement à l'université Paris-Saclay. Alors, en 2 mots, le think tank Écologie Responsable essaye de dépasser les frontières politiques traditionnelles pour montrer que le climat et l'environnement en général, au-delà de la seule question du climat, concerne l'ensemble de la société, et notamment la partie droite du spectre politique, qui ne doit pas être oubliée des initiatives, des actions et des rassemblements en faveur d'une action résolue. Merci donc beaucoup à tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui pour cette édition-là du podcast. Donc, je propose qu'on commence de façon très large, et notamment pour ceux qui écouteront le podcast et qui veulent avoir, disons, un avis sur cette question importante. Elle a été beaucoup débattue lorsqu'on a fêté les 10 ans de la COP21, et on l'a fait également à la dernière édition, à la 8e édition du Forum. Mais Laurence, où est-ce qu'on en est sur la trajectoire climatique? Est-ce que l'accord de Paris a porté ses fruits? Merci de cette question, évidemment, parce que c'était l'anniversaire et parce qu'il faut toujours se demander où on va. Puis parce que j'ai pas finalement quitté ce champ de l'action climatique depuis 2015. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est sûr que l'accord de Paris, il a tracé une ligne dans le sable, et il y a un avant et un après. Je cite souvent ce chiffre parce qu'il est au fond significatif, je m'y attendais pas nécessairement d'ailleurs. Les émissions mondiales dans la décennie précédant l'accord de Paris, elles ont augmenté, elles ont continué à augmenter
Elles ont augmenté de 18% en 10 ans. Et après l'accord de Paris de 2015 à aujourd'hui, les émissions mondiales ont continué à augmenter, mais beaucoup, beaucoup plus faiblement, puisqu'on en est maintenant à 1,8% d'augmentation sur cette période. Donc on a cassé, la première chose, c'est qu'on a cassé la courbe de hausse des émissions mondiales, ça c'est clair. Il est probable, même si ce n'est pas encore sûr, parce que ça va beaucoup dépendre des émissions chinoises, qui sont évidemment le premier émetteur mondial aujourd'hui, de savoir si on est déjà sur le plateau des émissions mondiales et qu'on va voir ces émissions descendre. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle aussi qu'avant 2015, on était sur une trajectoire qui pouvait nous amener à 4 degrés de réchauffement climatique, sur lequel les scientifiques du GIEC disent qu'ils ne voient pas très bien comment on s'adapte, parce que ça, c'est trop. Alors, 4 degrés en plus, en moyenne mondiale, je ne sais pas ce que ça fait pour la France, mais ça fait au moins le double. Donc, bon, on ne sait pas faire avec. On peut être intelligent, il faut l'être, sur l'adaptation, la résilience. Mais il y a des choses que l'espèce humaine, il y a un problème, et les écosystèmes avec eux. Alors, grâce à Paris, on n'est plus dans cet univers catastrophique, mais on est encore dans une épure extrêmement dangereuse, puisqu'on est au-dessus de 2,5 degrés au moins, entre 2,5 degrés et 3. Encore une fois, peut-être qu'il y a plusieurs scientifiques qui disent qu'on est peut-être encore redescendu en dessous de ces 2,5 degrés, mais encore une fois, tout dépend des émissions chinoises et je dirais ensuite indiennes, évidemment, qui sont les gros pôles de concentration. Alors, ce qu'il y a aussi qui a marché, c'est qu'avec des hauts et des bas, parce que si jamais linéaire, c'est progrès, on a eu un bond des technologies vertes qui permettent de réduire les émissions incroyables. J'aurais jamais imaginé que autant de véhicules électriques soient sur la route en Chine, évidemment d'abord, et puis même partout en 2015. Ça, je ne pensais pas que c'était aussi rapide. Et puis, on voit les effets de rendement d'échelle qui sont extraordinaires, que le coût des batteries est diminué c'est 90% de réduction des coûts, donc ça rechange beaucoup les systèmes d'énergie plus autonomes. Il y a plein de progrès de ce genre et d'autres qui vont arriver, même s'il y a aussi des courants contradictoires qui sont d'ailleurs liés un peu à, d'une part, je dirais, deux éléments. D'une part, un secteur des fossiles qui craint de perdre son marché, clairement. Et on y viendra tout à l'heure. Le choc de l'invasion de l'Ukraine a changé complètement le rapport de force à ce sujet. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et qu'en même temps, ce secteur se sent menacé et donc particulièrement actif pour essayer de ralentir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas ralentir cette révolution industrielle parce qu'elle est là. On va vers l'électrification de beaucoup de secteurs, on va vers une électrification plus verte, enfin en tout cas faible en carbone, mais qu'en même temps ils veulent gagner du temps. Bon, ça se comprend très bien. En revanche, quand je regarde la vitesse aujourd'hui de déploiement de ces technologies et des investissements, lorsque j'ai commencé toute cette discussion sur la finance du climat, on était quand même dans un rapport qui était même beaucoup plus défavorable. C'était, disons, 2 ou 3 pour les fossiles et un peu moins de 1 milliard, 1000 milliards par an pour les renouvelables. Aujourd'hui, ce rapport, ça a été renversé. On a maintenant 2 fois plus d'investissements dans les renouvelables que dans les fossiles. On voit d'ailleurs, c'est dans la presse récente, parce que les prix ne sont pas très élevés, les interrogations sur est-ce que vous avez encore des réserves, est-ce qu'elles sont accessibles de façon profitable. On voit qu'il y a même des doutes sur les grandes nappes, soit de pétrole, soit de gaz, qui sont aujourd'hui disponibles. Et 80% des nouvelles capacités électriques aujourd'hui dans le monde sont renouvelables. D'un côté, quand je regarde ce qui s'est passé, le cadre de Paris a été résilient. Il n'y a que les États-Unis qui sont sortis. Même l'Argentine, qui était tentée de nouveau, ne l'a pas fait pour des raisons qui ne tiennent plus seulement au climat, qui tiennent aux accords commerciaux. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Et que ça a résisté au Covid et ça a même résisté à la guerre en Ukraine, malgré les fragmentations politiques très profondes que cette invasion a créées, notamment dans ce qu'on appelle le Sud global contre le supposé Nord global. Donc un bilan positif, mais évidemment, on a passé cet accord en 2015 avec peut-être 20 ans de retard.
parce qu'on ne réoriente pas une économie mondiale qui a fonctionné, qui fonctionne encore sur les énergies fossiles depuis 2 siècles, en 10 ans. Et bon, donc, d'où mon inquiétude, parce que les lois de la physique n'obéissent pas aux lois politiques, qu'on est en retard et qu'aujourd'hui, on a une hésitation des gouvernements à accélérer l'action avec des arguments plus ou moins sérieux, ça dépend desquels. Et maintenant, avec peut-être, mais on y viendra peut-être tout à l'heure, une polarisation de la discussion qui est assez étonnante parce que, bon, le climat, on n'a pas grand-chose à faire de la gauche, de la droite, de l'extrême. Enfin, ça n'a rien à voir avec le sujet. Et pourtant, on confond aujourd'hui la question de la lutte contre le changement climatique avec tout un tas de sujets qui n'ont pas de relation. Mhm. Donc voilà où on en est. Quelque chose sur lequel, y compris à Belém, les pays tiennent à l'accord de Paris. Il faut penser que, en particulier la Chine mais l'Europe sont un peu les piliers aujourd'hui dans les grands pays qui tiennent à cet accord. Mais les tactiques de délai de l'action sont quand même extrêmement préoccupantes. Juste une brève question de suivi, Laurence, parce que, juste pour rester sur cette échelle très macro, les gens ne comprennent pas souvent pourquoi l'accord de Paris a eu un effet alors qu'il n'est pas contraignant, alors que ça n'est pas un traité, qu'il n'y a pas de gendarme pour vous obliger, et que beaucoup de pays n'ont pas respecté leurs propres engagements qu'ils ont pris. Alors pourquoi est-ce que ça a marché en dépit de ce caractère non contraignant ? Bon, d'abord, on pense toujours qu'il n'est pas contraignant, mais quand on reste dans l'accord, il y a des dispositions contraignantes. Ce qui n'est pas contraignant, c'est le niveau d'ambition des pays. En revanche, ce qui est contraignant, c'est qu'il faut faire un plan climat, ce qu'on appelle les contributions nationales, et qu'il faut le revoir tous les 5 ans, et qu'il faut normalement améliorer à chaque fois, dans chaque cycle de 5 ans, ce qu'on propose. Qu'on est ouvert à la vérification de ce qu'on a fait, donc on doit témoigner de ce qu'on a fait. Et donc, comme en droit international, en règle générale, on a très peu d'instruments de mise en œuvre forcée. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Enfin, il n'y a pas. Personne ne va intervenir militairement en Chine ou en Europe pour dire vous n'avez pas respecté vos engagements. En revanche, ce qui est très important dans l'accord de Paris, c'est que la logique, et on l'a vu à l'œuvre, c'est que c'est un peu comme le droit européen. On a un accord général, comme une directive, si on veut, avec des objectifs, et puis il faut le transcrire dans le droit national. Et effectivement, on a eu 145 pays qui ont aujourd'hui des objectifs de neutralité carbone aux environs du milieu du siècle, avec un peu des dates différentes. Et puis, on a plus de 190 qui ont fait ces plans climat et qui les ont revus plus ou moins bien là, récemment, après la conférence des parties d'Azerbaïdjan. Donc, ça c'est contraignant et je vois que ça marche dans un certain sens, mais pas du tout, et ça c'est la politique qui s'en est mêlée. On voit que les engagements, à part l'engagement européen dont il faut reconnaître que c'est encore le plus ambitieux du monde, et que c'est très important parce que chaque fois que l'Europe hésite, tout le monde se dit, bon, ça veut dire que ce n'est pas possible, alors que tout de même, on a eu presque 70% de croissance économique en Europe depuis 1990 et plus de 40% de réduction des émissions. Donc la corrélation, en tout cas, elle n'est pas positive entre action climatique et décroissance. Ce n'est pas le cas. Donc, en tout cas, je trouve que pourquoi quand même les pays ont souscrit et ont réalisé très imparfaitement leurs engagements contraignants de l'accord de Paris. Mais, et c'est évidemment le pari de l'accord de Paris, parce qu'on sait bien la portée du droit international, ça a été de donner un signal économique. Moi je suis économiste de formation, la théorie des anticipations je la connais. C'est comme quand on est dans une banque, si on pense que la banque va fermer, on retire son argent et ça accélère le processus. On a voulu parier et ça a marché. Alors ça, il faut quand même reconnaître que en partie d'une part, il y avait eu déjà depuis 10 ans, enfin depuis 6 ou 7 ans, un investissement massif de la Chine sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'économie verte. Et qu'en même temps, ça a généré un soutien et une accélération de cette transformation technologique parce que le secteur économique et le secteur financier se sont dit
c'est ce qui va se passer, donc il vaut mieux qu'on investisse dans ce secteur. Ce qui a changé depuis, me semble-t-il, il y a des doutes, encore une fois, le marché du pétrole et du gaz ils font hésiter beaucoup d'investisseurs, en tout cas aujourd'hui, qui voient au fond un investissement plus rentable. Mais surtout, il y a cette idée que peut-être qu'on n'a pas encore trouvé le système économique et financier qui rémunère suffisamment. Il y a des obstacles. Mais en même temps, la consommation de cette technologie verte, elle s'est incroyablement accrue. Donc oui, de ce point de vue, l'élément de vision du futur, alors c'était très important parce qu'à l'origine, quand on a commencé à préparer la négociation, et les États-Unis et la Chine voulaient un accord qui ait une durée de vie de 10 ans. Et je me suis battue très tôt, heureusement dès début 2015, pour dire c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a un cycle de révision qui a été négocié très largement entre la France et notamment le président Hollande et Xi Jinping, qui était déjà le président à l'époque. Et donc ce fait que l'accord soit et cette stabilité est aussi un signal très important. Une explication de son impact. Laurence, tu parlais tout à l'heure du commerce et ça m'a intéressé parce que le commerce est lié au moins de deux façons aux questions dont on discute maintenant. D'une part, tu disais que si l'Argentine de Milei n'avait pas rejoint l'Amérique de Trump dans le départ des accords de Paris, c'était à cause du commerce. Et puis, d'autre part, il y a tout le débat autour de la stratégie européenne, notamment du CBAM, des mesures d'impôts écologiques, climatiques à l'entrée des produits de l'Union européenne. Donc, comment se noue ce lien entre climat et commerce ? Alors c'est un lien qui d'abord a été occulté à Paris en 2015 parce qu'il n'y avait pas de moyen de s'entendre. En partie les grands pays émergents qui se soucient depuis très longtemps. Moi, la première fois que j'étais en Chine en 1998, c'était pour participer à un atelier du gouvernement chinois pour les conséquences de l'action environnementale et climatique sur le commerce. Donc les barrières du commerce, pour eux, c'était depuis... Bon, ils ont toujours une bonne capacité d'anticipation, il faut reconnaître. Donc c'était impossible en 2015 et c'est devenu absolument, évidemment, incontournable aujourd'hui. D'ailleurs, si je refais le fil en arrière, à la COP 30 à Belém, un des résultats intéressants a été de dire, bon, on est obligé de traiter de front cette question du commerce et du climat. Il faut donc à la fois à l'OMC, pour ce qu'il en reste, et dans la Convention climat et dans le cadre de l'accord de Paris, on discute de ça. Est-ce qu'il y a des manières légales, justifiables, équilibrées d'utiliser des politiques commerciales ou bien d'utiliser éventuellement le commerce pour accélérer l'action climatique. Et évidemment, à Belém, c'est évidemment la taxe carbone aux frontières européennes. C'est pour cette raison-là que les pays des BRICS en général ont voulu la mettre à l'agenda. Donc, à la fois, première chose, on ne peut plus l'éviter. Donc, pas comme en 2015 où on avait tout mis sous le tapis. Et en même temps, c'est vrai que ça a porté d'abord sur la critique d'une politique déclarée protectionniste par, disons, les pays exportateurs vers l'Europe. Et ce qu'il y a d'intéressant quand même depuis cette évolution, depuis cette 2015, j'ai vu évoluer la manière dont les pays émergents en particulier, plutôt les grands pays, ont vu cette taxe au carbone comme un outil utilisable par eux-mêmes. Alors, c'est d'ailleurs l'intention, hein, c'était l'idée que comme on n'avait pas de marché mondial du carbone, même si cette idée de club carbone a progressé, y compris à Belém, la taxe aux frontières, elle avait d'abord un effet d'incitation pour les pays pour décarboner leur économie, et puis pour se dire, le signal prix, en fait, il va être intéressant pour eux. Et certains pays, par exemple l'Inde, ont réfléchi à mettre une taxe à l'export pour garder les ressources pour eux, mais pour décarboner et enfin être à parité sur le contenu carbone des produits européens, et auquel cas de rentrer sans taxe. Donc ce n'est pas du tout fait, mais j'ai vu évoluer dans la discussion avec les pays émergents l'idée que cette taxe carbone aux frontières, ça pouvait être un outil aussi pour eux, surtout si on arrive à se mettre d'accord dans ces clubs
où on compare les politiques de façon cette fois beaucoup plus précise que dans le cadre général de l'accord de Paris, et qu'à un plus petit nombre, donc une coalition, on regarde les niveaux de prix explicites ou implicites du carbone pour savoir si, au fond, on ne pourrait pas, au fond, justement, payer moins de cette taxe. Alors, le gros problème est que pour les pays émergents, il y a une capacité certaine pour enclencher ces mécanismes. Pour d'autres pays qui peuvent se voir pénalisés par cette taxe, c'est beaucoup plus difficile. Donc je crois, c'était d'ailleurs l'intention initiale, que les revenus de cette taxe carbone soient reversés en partie aux pays exportateurs qui n'avaient pas forcément les moyens de se mettre aux normes, qui a un peu disparu parce qu'il y avait des problèmes budgétaires européens qui ne se sont pas arrangés depuis. Mais enfin, je vois qu'on a une attitude différente. Et à Belém, l'idée d'un forum sur le commerce et le climat donc, a été lancée. Et qui va examiner quelles sont les règles commerciales qui permettraient d'accélérer l'action climatique. Donc ça, c'est très intéressant. Par ailleurs, c'est vrai que tous les accords que l'Union européenne conclut de libre-échange, ça va être intéressant de voir ce que propose le Canada, qui est peut-être plus tout à fait dans la même logique de décarbonation de l'économie pour des raisons qu'on comprend. Mettre le respect des accords de Paris dans les clauses de l'accord. Raison pour laquelle l'Argentine n'est pas sortie, ni d'ailleurs à l'époque le régime de Bolsonaro. Donc on voit là qu'il y a un outil de rappel économique et au fond c'est vrai qu'il y a un débat un peu idéologique sur le climat, bon, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a effectivement un débat économique où, me semble-t-il, malgré la résistance très forte du secteur pétrolier et gazier, qui est vraiment bien organisé, il y a quand même une logique économique qui va vers la décarbonation de l'économie. C'est encourageant. Alors, je propose qu'on maintenant on se tourne plutôt vers l'intérieur de nos sociétés, et en particulier la France et l'Europe. Ferréol, le think tank que tu as créé, vise à élargir, ou plutôt à transcender les frontières habituelles de l'écologie et à rassembler au-delà encore une fois, des catégories traditionnelles. D'où est venue cette conviction ? Alors en fait, moi je considère que j'appartiens à la génération climat. Donc c'est une génération qui, avec Camille Etienne, Léna Lazare, Salomé Saké, s'est développée, a grandi, très important à gauche et de manière un peu moins importante à droite. Cette génération en fait s'est confrontée, a beaucoup débattu. Moi je me suis retrouvé à débattre. Mon premier plateau c'était RTL face à Salomé Saké. Après, donc voilà, j'ai eu à peu près tout le panel. Donc c'était souvent des jeunes femmes de gauche qui avaient beaucoup de convictions sur l'écologie et se sont dit il faut se mobiliser pour défendre la planète, pour avoir une planète durable et vivable. Et donc, ce que j'ai connu, je l'ai connu. Enfin, il y a eu le même mouvement climat à droite qui s'est créé, qui s'est lancé. Et étant un jeune homme de droite, je me suis retrouvé à débattre face à des jeunes femmes de gauche parce que la polarisation, notamment médiatique, voulait ça. Et en avançant, en continuant, le mouvement s'est développé, s'est créé, et à partir de deux fondements, l'innovation et l'enracinement. Donc moi, mon think tank, on considère que l'enracinement, c'est ce que la philosophe Simone Weil appelle le premier besoin de l'âme. Donc c'est une philosophie sur les terroirs, sur une écologie des terroirs, une écologie du territoire. Et l'innovation, c'est le fait de dire que parce que l'homme a une intelligence, une puissance de pensée, on peut demain avoir une écologie fondée sur le progrès, une certaine forme de progrès social, et d'avancer dans le temps et d'avancer technologique aussi. Après, on ne remet pas en cause ce que dit le GIEC, parce que le GIEC, c'est atténuation plus adaptation. Et donc nous, on partage les deux. L'adaptation, c'est le fait de dire demain, il n'y aura plus d'eau en Afrique, il faut s'adapter et dessaliniser l'eau de mer. Et l'atténuation, c'est le fait de dire il faut décarboner l'économie. Voilà, donc à peu près le think tank. Et ce qu'on fait, c'est on fait notamment un grand tour de France pour aller voir des jeunes, des élus locaux, des entrepreneurs qui font des choses positives pour l'environnement, pour l'écologie. Donc ça marche très bien et on rencontre des gens qui sont très différents de ce qu'on a dans le mouvement climat habituel. Laurence, est-ce que cette approche-là
tu la retrouves dans ce que tu fais. Après tout, tu vas devenir donc la doyenne de l'école du climat à Sciences Po, dont l'une des raisons de l'avoir créée était qu'on connaissait bien la science du climat et de mieux en mieux. Elle est, contrairement à ce que dit Trump, elle est bien assurée et sérieuse. En revanche, c'est souvent du côté politique que c'est plus compliqué. Et donc, l'une des ambitions, si j'ai bien compris, de l'école du climat de Sciences Po, de cette école d'élite, c'est de pouvoir former des hommes et des femmes politiques qui, en transcendant les barrières droite-gauche notamment, sont capables d'avoir une approche du climat et donc peut-être de permettre d'adopter des politiques publiques meilleures. Est-ce que c'est ça la philosophie et qu'est-ce que tu penses de la création du think tank de Ferréol? D'abord, il faut saluer, encore une fois, je l'ai dit très rapidement au début de cet entretien, ça n'a quand même pas beaucoup de sens que le climat devienne une question idéologique. Enfin, bon, tous les gens qui On pensent pourra en que débattre là-dessus, mais je pense qu'on aura un avis qui sera intéressant là-dessus. c'est-à-dire qu'on peut... Après, on a des rapports différents selon ses croyances, etc., sur le rapport de l'humain aux écosystèmes dont nous faisons partie. Mais bon, les lois de la physique sont les lois de la physique. Enfin, ça, je ne sais pas qui c'est qui peut les contester. Donc, enfin, si on peut les contester, mais à ce moment-là, quelle est la base scientifique? C'est beaucoup moins sérieux. Bah, ça a été le cas. Il y a eu quand même de très longs débats depuis 30 ans sur. Mais je crois qu'aujourd'hui, on en est passé au-delà. Je trouve très intéressant qu'il y ait des réflexions différentes. Et la Fondation, d'ailleurs, dans tous les pays dans lesquels nous travaillons, on essaie de soutenir la diversité de points de vue par rapport à un problème commun. Parce que c'est un problème commun. Ça ne va pas choisir des pays ou des partis, les impacts. Donc, je trouve que c'est au contraire très enrichissant. Parce qu'au fond, on peut d'abord trouver peut-être des positions de compromis sur la vision des choses, discuter justement de ce que le progrès peut faire ou ne pas faire. J'ai par exemple une grande question à tous ceux qui disent on trouvera des solutions. J'ai un bon ami à moi qui est économiste à la London School of Economics et qui dit mais tu sais Laurence quand même, on va trouver des solutions toujours. Bon, il y a quand même des limites physiques. Et je trouve intéressant qu'on essaye de voir comment on comprend ces limites physiques et comment on inscrit notre développement économique. Je ne suis pas du tout une décroissante, personnellement, mais comment on s'inscrit dans ces limites physiques et on en fait le plus possible. Et que c'est vrai aussi que le modèle d'énergie, de croissance verte, il a aussi un caractère, pour l'instant, profondément extractiviste. Donc, se heurte à ses limites physiques. Il y a des impacts environnementaux, évidemment, aux mines de lithium, de cobalt ou de cuivre. Donc, ce n'est pas immatériel. Et donc, bon, il y a cette première question. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un extractivisme, le pétrole et le gaz ou le charbon, à l'autre, même s'il est peut-être moins impactant, moins important en quantité, on peut le recycler. On ne recycle pas du pétrole, sauf dans le plastique, ce qui n'est pas une très bonne idée. Mais donc, il y a toute une discussion très intéressante qu'après tout, il y a bien longtemps, le Club de Rome avait ouvert avec les outils de l'époque. Maintenant, on a des outils de modélisation bien plus sophistiqués. On a aussi des solutions techniques beaucoup plus sophistiquées. Je me souviens d'un entretien avec l'ancienne, ça fait maintenant plusieurs années, présidente de Solvay, de la grande entreprise chimique, qui disait si on avait le marché, la demande suffisante, on pourrait recycler les batteries complètement. C'est-à-dire qu'on pourrait aller à 100% de recyclage. C'est là vers où on doit aller, évidemment. Donc, il y a plein de débats sur les solutions qui sont peut-être pas les mêmes. Et puis après, oui, il y a des conceptions plus philosophiques qu'il faut sans doute réfléchir. À gauche, on a vu tout de même des pensées qui étaient très détachées de la nature, avec une vision très instrumentalisée, au fond... Et d'autres philosophies qui étaient plus... Vous parliez de Simone Veil tout à l'heure, mais il y a bien d'autres auteurs pour dire quand même... on est dans un... Qu'on croit en Dieu ou pas, on est dans un système dont on fait partie. Et donc, il y a plein de philosophies, d'ailleurs. Je pense même à la manière dont certaines philosophies chinoises ou bouddhistes pensent le rapport à la nature. Donc, on a plein d'angles d'attaque spirituelle et philosophique, éthique aussi, dont je trouve qu'il faut retrouver le sens. Et parce que, bien sûr que personne ne va se passionner pour une éolienne, un TGV ou un vélo électrique. C'est bien la philosophie du monde qui est importante. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a un débat, si on peut le dépassionner un peu. Je rebondis par rapport à ça.
C'est très intéressant ce que vous avez dit. Moi, je ne pense pas que l'écologie soit de gauche ou que l'écologie soit de droite. Je pense que l'écologie appartient à tout le monde et que tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Moi, ce que j'observe, ce qui s'est passé, et j'en suis le premier témoin, c'est que pendant de nombreuses années, en fait, l'écologie a été, parce que la droite souvent était aussi un peu faiblarde sur le sujet d'un point de vue idéologique, la gauche s'est quand même approprié le sujet. C'est pas forcément négatif, c'est pas péjoratif, c'est que la gauche a travaillé ce sujet, a avancé, a émis des théories sur le sujet. Et donc, on se retrouve dans une situation où vous avez énormément de personnalités de gauche qui ont avancé, qui ont développé une pensée qui est concrète, une pensée parfois décroissante, souvent décroissante sur ce sujet-là. Et ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, il y a eu des positions de plus en plus radicales, de plus en plus dures qui sont arrivées. Par exemple, on pense à Sandrine Rousseau et le barbecue. Ce qui a l'avantage d'ouvrir la fenêtre d'Overton, parce que la fenêtre d'Overton, c'est le fait que quand on dit quelque chose qui parfois est radical, tout le monde en entend parler, mais parfois la personne qui dit ce message se grille. C'est ce qui s'est passé avec Sandrine Rousseau, c'est que quand Sandrine Rousseau dit quelque chose, c'est un épouvantail, mais le sujet passe. Et donc avec mon think tank, on fait un tour de France pour aller voir justement des jeunes, des élus locaux, des entrepreneurs qui font des choses positives. On est allé à Amboise justement, donc petite ville dans la vallée de la Loire, et on discute avec le premier adjoint qui me dit je vous reçois parce que vous êtes de droite, pas du tout parce que vous êtes écolo, donc il faut imaginer avec l'accent, et voilà, c'est un ancien agriculteur. Et je lui dis voilà, écoutez, on est ravis de venir, c'est quand même très beau, il y a plein d'arbres ici. Et le monsieur me dit, c'est moi qui ai planté tous ces arbres dans les années 80. Je dis c'est super, on avance. Et il me dit, là, les maisons qui sont là, on les a rénovées écologiquement, c'est aussi moi qui les fais. Quand j'étais premier adjoint, on continue et il me dit, là j'ai mon potager bio, je suis très content, ça marche très très bien. Et je dis, mais écoutez monsieur, vous êtes écolo. Et il me dit, non, pas du tout, me critiquez pas, me comparez pas à Sandrine Rousseau. Je dis, mais en fait, vous êtes juste un écolo de droite, adhérent LR, mais voilà, le rapport est différent, mais voilà. Et donc ce monsieur, sur Facebook, parce que forcément, voilà, il a 70 ans, donc c'est sur Facebook, vous avez un repartage de Sandrine Rousseau avec un commentaire très très négatif. Le coup d'après, il partage quelque chose du think tank avec un commentaire très positif. Est-ce que ça, tu le trouves aussi, Laurence, sans cet ancrage, disons une approche différente de ces sujets à droite, mais qui quand même débouche sur des résultats? Parce que ce qu'on voit notamment dans les partis populistes et nationalistes, c'est pour le coup un rejet très, très clair. Ça fait partie, avec l'immigration, avec la question de Poutine et de la Russie, des marqueurs qu'on retrouve dans tous ces partis-là. Identitaire. En revanche, exactement. En revanche, est-ce que tu le retrouves dans d'autres pays, puisque la fondation que tu diriges s'occupe de toute l'Europe, avec des sensibilités différentes peut-être? Oui, d'ailleurs l'expérience britannique, par exemple, on soutient depuis très longtemps le Conservative Network, vraiment depuis sa création quasiment. Et les autres mouvements d'obédience politique un peu différentes, avec le Labour et avec les libéraux, sont des créations plutôt récentes que nous soutenons aussi. Mais enfin, notre premier soutien à quelque chose qui avait à voir avec une famille politique était le Conservative Network au Royaume-Uni. Bon, évidemment, puisque le gouvernement était conservateur et qu'il y avait effectivement... Je crois que Boris Johnson, mais pas seulement, les conservateurs avaient compris que capturer l'électorat jeune qui leur manquait était lié aux préoccupations de cette génération. Comme vous l'avez dit, c'est un problème générationnel, heureusement d'ailleurs, puisque on va espérer bientôt vous serez aux commandes et vous ferez ça beaucoup mieux que vos aînés. Et donc, non seulement c'est positif, après, est-ce qu'il y a vraiment... Le problème est que c'est tout à fait bien d'avoir des opinions différentes, à condition qu'on puisse discuter quand même assez concrètement des conséquences de ce qu'on fait, de type de politique qu'on fait. Et je crois que c'est là que le débat un peu s'est figé. Avec l'écologie, c'est à gauche. Bon, encore une fois, il y a beaucoup de courants de gauche qui ne sont pas du tout écolos, parce qu'ils pensent au progrès économique, à la croissance, avec un rapport, encore une fois, à la nature très instrumentale. Donc, il y a vraiment des traditions intellectuelles différentes, mais on n'en est pas encore là, me semble-t-il, au moment où on peut discuter, je dirais, de qu'est-ce qu'on fait. Alors, au niveau local, c'est plus facile, et ça passe très bien. Et je crois profondément aujourd'hui qu'on doit non seulement repenser l'action écologique au niveau local, je suis vraiment une fervente de ça, mais aussi y compris notre forme démocratique. Mais je crois qu'on n'en est pas, malheureusement, je ne sais pas si le débat
des élections présidentielles le favorisera probablement. Évidemment, c'est plus difficile. Mais on a besoin de discuter de ça. Quel est l'effet distributif, par exemple, des politiques qu'on touche toutes ces questions, ce serait vraiment bien. Et je l'ai vu comment, à la Convention citoyenne pour le climat, dont j'ai présidé le comité de gouvernance, on a vu ces différentes opinions politiques finalement trouver des moyens communs et alors des gens qui avaient vraiment, comme ils étaient choisis au hasard, il y avait des gens à droite, à gauche. Des opinions très différentes. Pour rebondir là-dessus, mon think tank, on a commandé un sondage, commandé à l'Institut Cantar, qui a été réalisé avec Parlons Climat, sur l'avis des jeunes de droite sur les questions d'écologie et en général. Et on leur a demandé quelles sont vos 3 premières priorités pour l'avenir. Donc en 1, c'est la sécurité et l'immigration, forcément. En 2, la question de la souveraineté. Et en 3, c'est l'écologie. Alors que chez les personnes de plus de 60 ans, ça arrive en 5e position. Donc on voit qu'en fait, chez les jeunes de droite, l'écologie arrive en 3e position, et ce qui arrive en 2e position chez les jeunes de gauche. Donc en fait, vous avez quand même un moment de convergence sur la question de l'écologie. Après, il y a quelle écologie on veut, donc ça c'est le débat. Mais le débat est sain aussi quand on parle de fond et quand c'est pas un combat climato-scepticisme vs écolo. Moi, j'ai jamais eu un débat aussi sain qu'avec... donc c'était au Climat Libé-Tour, donc j'ai débattu, donc je sais pas, devant, on était peut-être 200 personnes face à MC Danse pour le climat, donc Mathilde Caillard, qui est une jeune influenceuse de gauche. Ouais, je la connais pas. Voilà, et qui, en fait, elle est adhérente à LFI, et elle s'en cache pas. Moi, je suis plutôt LR, et le débat n'a jamais été aussi sain parce que elle était vraiment de gauche, moi j'étais vraiment de droite, et on a eu un débat de fond sur qu'est-ce qui est important pour moi à gauche sur l'écologie, qu'est-ce qui est important pour moi à droite sur l'écologie, et c'était pas quelque chose de clivé. Par ailleurs, je pense qu'il y a une évolution aussi de la jeunesse sur plein de sujets. Nous, ce qu'on essaie de développer, c'est la question notamment de l'éco-anxiété. À droite, c'est-à-dire qu'on se dit l'éco-anxiété est aussi une forme de conservatisme face aux paysages qui disparaissent, face à une peur du réchauffement climatique. En fait, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et donc là, on a fait notamment une proposition sur le congé de solidarité écologique. Moi, j'ai beaucoup d'amis, donc j'ai 28 ans. Ça fait 10 ans qu'ils sont à Paris, qui sont étudiants, 5 ans qu'ils travaillent. Et ce qu'ils observent, c'est que ils sont souvent dans des grandes boîtes où en fait ils sont en flex office. Sans forcément beaucoup de sens dans leur boîte et sans forcément beaucoup d'intérêt. Et donc, ils se disent, en fait, et pourtant ils sont de droite, mais quel est le sens de tout ça? Et donc, ce qu'on propose, c'est de permettre à des jeunes qui sont éco-anxieux, donc plutôt des jeunes, mais qui sont éco-anxieux, de partir une semaine en congé de solidarité écologique, c'est-à-dire une semaine pour aller travailler pour une ONG, pour un think tank. Voilà, il ne faut pas aussi parfois prêcher pour sa paroisse, pour WWF, pour Greenpeace, tout en étant en fait, que ce soit négocié avec l'entreprise. Et ce qu'on a observé, c'est que du coup, le salarié serait plus intéressé à rester longtemps dans cette boîte, parce qu'à partir du moment où il est vraiment, où il comprend que sa boîte a une véritable politique écolo, etc., qui se sent en phase avec une aspiration aussi environnementale, le salarié va rester plus longtemps dans la boîte. Il va travailler mieux, parce qu'en fait, aussi, on a le problème de la productivité du travail. Et donc, la boîte aura aussi une croissance. Donc, l'écologie est source de croissance. Voilà, c'est ce qu'il faut aussi dire. Et de croissance spirituelle et intellectuelle. Ça, c'est un des points. Et si vous voulez que je rebondisse aussi peut-être sur l'écologie locale, nous, on a fait dans notre tour de France, on est allé dans 250 communes déjà. Donc, ça fait 1 an qu'on le fait, 24 départements. Là, on revient tout juste justement du Loiret. On est allé, là, on va dans le Cher et vendredi, on est dans l'Essonne. Et on rencontre des gens qui sont pas du tout, qui souvent sont ni de droite ni gauche parfois aussi, qui savent pas forcément, qui changent aussi parce qu'on nous dit qu'il y a des gens de droite et des gens de gauche, mais aussi des gens qui en fait savent plus forcément où ils sont et où ils habitent politiquement. Et on observe des bonnes pratiques locales qui sont très efficaces. Par exemple, dans le Nord, on allait à Guelzin, un petit village dans lequel le maire a transformé un ancien moulin qu'il a transformé en centrale hydroélectrique. Ça, c'est une bonne pratique. Vous avez, par exemple, Courbevoie, qui a transformé la Défense qui récupère une partie de production d'électricité de la Défense, qui fait maintenant avec des agropellets. Donc en fait, c'est des petits déchets agricoles qui viennent du Loir-et-Cher et qui sont utilisés directement pour chauffer 40% de la Défense, soit 13 500 logements et 4 500 bureaux. Donc en fait, c'est énorme. Et il y a plein de bonnes pratiques qui sont ni de droite ni de gauche, mais qui sont efficaces et qui peuvent permettre aussi d'aller vers la transition écologique. Mais alors, pour passer du local à l'européen, donc là je saute le niveau national, est-ce que tu sens malgré tout le souffle du backlash, comme on a appelé cette espèce de
de mouvements de réaction aux politiques environnementales qu'on a observées, alors très fort aux États-Unis avec Trump évidemment, mais aussi dans l'Union européenne avec, disons, la taille du CSRD, CS3D, le recul en gros de l'ambition climatique. Est-ce que tout ça ne va pas un peu annuler les progrès que tu décris? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que quand on parle souvent de backlash. Moi, je pense que le backlash est un peu surestimé. Il y a vraiment 10% de personnes qui sont vraiment climato-sceptiques. On ne pourra pas les changer, ils ne pourront pas bouger. C'est des gens où, par exemple, on organise une conférence dans un restaurant, café, et le monsieur qui nous reçoit, en fait, n'avait pas trop compris que c'était un sujet sur l'écologie, et il est venu nous éteindre la lumière parce qu'on était écolo, en nous comparant à Sandrine Rousseau et consorts. Et je lui ai dit, mais en fait, vraiment, je pense que vous écoutez ce qu'il va se dire, et il a absolument refusé de débattre et de discuter même de la conférence. Et après, il y a beaucoup de gens, comme on disait, qui eux sont pas particulièrement hostiles à l'écologie en soi. C'est-à-dire que ça dépend de comment on leur parle. Vous avez Parlons Climat, donc une structure qui est très intéressante, qui est notamment financée par la Fondation européenne pour le climat, et qui a fait une typologie de la population. C'est-à-dire que ça va on va dire du conservateur, du laissé pour compte, voilà, en passant par le libéral, par le beau parisien, etc. Toute la population est séquencée. Et en fait, c'est la théorie de l'émetteur et du récepteur. C'est-à-dire que si moi je vais parler à un jeune LFI, a priori, il acceptera pas forcément ce que je vais dire parce que je suis pas forcément le bon émetteur, et la réciproque est vraie. C'est-à-dire que une personne très à gauche qui va parler devant un jeune LR, il sera pas forcément bien reçu. Mais c'est déjà avoir les bons émetteurs et les bons récepteurs. Sur le niveau européen, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour voir un peu comment ça se passe au PPE, il y a aussi une volonté de pas donner des points à la gauche sur les questions écologiques. Alors que s'il y avait une vraie volonté de la part de jeunes, notamment eurodéputés de droite, en fait, il y aurait tout à fait des avancées. Et nous, on essaie de structurer ça au niveau européen, donc avec le Conservative Environment Network, avec Climat Union, qui est une autre structure, les Britanniques, les Allemands, Climat Union, qui est notre partenaire en Allemagne, de structurer un mouvement européen qui est assez soutenu finalement par différents élus, et qui permettrait justement de faire aussi de la pression sur les élus de droite. Par exemple, il faut savoir que Boris Johnson, comme on disait tout à l'heure, il n'est absolument pas climato-sceptique. Boris Johnson est très dur sur la question de souveraineté, peut-être, il est très dur sur les questions d'immigration, mais il a été plutôt très allant sur les questions d'écologie dans son pays. Et donc, c'est aussi arrivé à saisir les bonnes opportunités. Et pour revenir sur les COP, justement, le sujet du départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc une COP, c'est une organisation, c'est un moment de réunion internationale où les chefs d'État ont le moment, et c'est le moment de pouvoir peser sur le débat et de pouvoir infléchir la ligne. L'un des grands sujets qui est l'oublié total, c'est la question des migrants climatiques. En 2050, selon un institut australien, donc c'est le chiffre extrapolé, le pire, on aura 1,2 milliard de migrants climatiques qui arriveront en France, enfin en Europe et aux États-Unis. En fait, donc le chiffre est vraiment extrapolé, mais c'est entre 500 millions et 1,2 milliard. Donc c'est quand même des chiffres exceptionnels en termes de quantité et d'intégration après de ces populations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment un président comme Donald Trump, qui serait soi-disant patriote, qui veut le bien de son pays, on peut voilà, lui donner peut-être quitus là-dessus, comment quelqu'un comme ça accepterait ce risque? Enfin, surtout, comment se fait-il qu'il aille boycotter un événement international dans lequel c'est l'un des sujets principaux? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on se dit « je veux assurer la protection de mon pays pour l'avenir, je veux le rendre viable, je veux le rendre souverain », ok, c'est très bien, mais boycotter l'événement international qui, justement, va permettre de discuter de comment on fait pour lutter face au réchauffement climatique, pour éviter d'avoir des migrants qui arrivent en Europe, ou aux États-Unis, en fait, c'est complètement lunaire et c'est hallucinant. Ça, c'est un des sujets qui, moi, m'interpelle beaucoup sur les COP et sur les différents niveaux. Il y a aussi les COP régionales qui se sont mises en place. Donc, c'est Christophe Béchu qui les a développées pour permettre à des citoyens au niveau régional, notamment des entreprises, des citoyens aussi, voilà, qui peuvent y participer, pour débattre de comment on peut arriver à penser les choses au niveau régional. Et pour rebondir sur l'échelle locale, justement, comme on en parlait, moi, ce qui m'a beaucoup un peu perturbé, j'ai fait 1 an en cabinet ministériel, au cabinet de Valérie Létard. Et qui était ministre du Logement. L'un des grands sujets qui, moi, m'intéressait, c'est la question de redonner vie aux zones rurales, pour notamment via l'écologie. Donc j'avais un projet qui était assez intéressant, c'était le Pahulos communal. Le Pahulos communal, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est une aide qui existait dans les années 90 pour permettre à des personnes de pour permettre à des communes de rénover les logements qui sont abandonnés dans leur village, c'est-à-dire par exemple
les anciens presbytères et les anciens logements d'instituteurs. Ou par exemple, dans un petit village que je connais à Saint-Crépin-de-Richemont d'Ordogne, vous avez une vieille dame qui voulait partir en maison de retraite. Donc, en fait, la commune lui a racheté son logement. Cette dame, au bout de 10 ans, est morte. La commune s'est retrouvée en viager après un viager, se retrouve avec ce logement. Mais, donc, elle avait un logement, mais elle n'avait pas l'argent pour le rénover. La commune se dit, et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres, se dit, en fait, on pourrait rénover cette maison, potentiellement, pour en faire une boulangerie, pour en faire une épicerie bio, quelque chose qui fait participer la vie locale. En fait, le PAULO, c'est de permettre de financer via un fléchage du budget de l'ANA la rénovation de ces logements en zone rurale. Et quand je l'ai proposé au ministère, la réponse était « Ah ben oui, mais en fait, on va flécher ces logements vers... plutôt des populations qui sont en demande de HLM en Île-de-France pour leur permettre d'aller avoir un logement, puisque c'est des HLM, dans les zones rurales. Et on ne va pas donner la main au maire sur ces logements-là. Et donc c'est en fait toute la complexité du sujet, c'est que moi je pense qu'on prend tout le temps l'échelle internationale, l'échelle nationale, alors qu'en fait l'échelle locale, c'est un maire dans un village, il a 2 logements, il est capable de les gérer, via une rénovation par l'État de 2 logements dans sa commune, il peut faire un projet local d'épicerie bio, de boulangerie bio, et de faire revivre aussi l'écologie au plus petit niveau. C'est la décentralisation. Sur le backlash, Laurence, toi, est-ce que tu le sens? Quelle est son étendue et peut-être quelles sont ses limites aussi, en Europe notamment? Il y a un décalage, évidemment, entre la manière dont les gouvernants et les parlementaires utilisent cette formulation. Enfin, on l'a vu venir quand même, notamment parce que en partie, les politiques de décarbonation rapide, notamment en Allemagne, mais c'était aussi le cas, c'était pas le cas en France, mais c'était beaucoup le cas en Allemagne ou dans certains autres pays, n'ont pas... il se trouve que la plupart des politiques climatiques et environnementales ont été plutôt régressives du point de vue de la distribution du pouvoir d'achat. Donc il y avait cet aspect, la prise en compte de l'effet d'inégalité éventuellement, ou ne font pas partager, a permis, et notamment ça s'est évidemment vu avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a maintenant assez longtemps en France. Donc ça a été peut-être le premier décalage entre quelque chose qui apparaissait positif comme mais les politiques d'écologie en général, avec quand même la question sociale, puisque c'est bien écologique, c'est bien commun, c'est un surcoût, l'alimentation de qualité, c'est un surcoût, les véhicules électriques, c'est un surcoût, etc. C'est ce qui était d'ailleurs très intéressant dans la Convention citoyenne pour le climat. Alors, en réalité, quand on regarde tous les sondages, il y a ceux auxquels vous avez procédé, il y a l'Eurobaromètre européen, on est quand même à des niveaux très élevés de soutien de l'action climatique. Ce n'est pas le premier sujet, ça a été le premier sujet certaines années, mais bon, c'est fluctuant. Bon, c'est normal que les gens aient peur de la guerre aujourd'hui en Europe, c'est bien normal. Alors, c'est l'immigration dans certains pays plus fort que d'autres, mais ces sujets mais le climat reste très élevé dans les préoccupations des citoyens européens. Donc, il n'y a pas vraiment d'abandon de la question climatique. C'est plus, est-ce que c'est juste? Est-ce que les politiques menées sont justes? Est-ce que l'effort est partagé? Et vous avez vu, d'ailleurs, il y a de plus en plus de recherches qui montrent que c'est vrai que l'effort n'est pas partagé. Quand on augmente le prix de l'essence, on met une taxe supérieure, évidemment, ça frappe davantage le reste à vivre des ménages les plus modestes, les revenus les plus élevés. On s'en fiche, quoi, puisqu'on ne le voit pas sur notre pouvoir d'achat résiduel. Donc, et en revanche, c'est plutôt l'impact de la polarisation du sujet environnemental, et notamment climatique, dans le champ politique, qui a fait que on a commencé à penser le climat comme un marqueur politique. Et ça, c'est vraiment dramatique, parce que ça ne devrait pas l'être. Mais on a vu du coup, et ça se traduit maintenant au Parlement européen, avec un groupe des conservateurs qui a été très utile dans la précédente législature, qui a appuyé le Green Deal, l'évolution vers une politique un peu globale et pas seulement juste des petits bouts de législation qui finalement ne débouchent pas sur grand-chose. Et que à cause de ce marqueur politique et identitaire, on se retrouve avec un parti conservateur qui pense qu'il a plus à gagner. Alors c'est vrai malheureusement dans beaucoup de pays que les partis de droite ont plus à gagner avec des alliances avec l'extrême droite et les partis extrêmes, plutôt que de conserver leur ligne un peu rationnelle, je dirais. Donc malheureusement au plan européen, et c'est particulièrement
au fond paradoxal. C'est que le président de ce groupe, Manfred Weber, évidemment un responsable politique important allemand, mène une politique d'alliance qui est tout à fait contradictoire avec celle de son pays en Allemagne, puisque la CDU, avec ses différents alliés, le Parti conservateur, est donc tout à fait opposé à une alliance avec le parti d'extrême droite, plutôt pro-russe d'ailleurs, en Allemagne. Donc, mais c'est un peu le calcul politique, malheureusement, qu'il y a et qui fait que cela, plus deux autres facteurs. Le facteur de la déstabilisation du marché de l'énergie avec l'invasion de l'Ukraine. Et donc un moment où le secteur pétrolier et gazier a repris énormément d'importance, alors qu'il était plutôt, je dirais, sur le reculoir et essayait plutôt d'ailleurs de s'inscrire dans une perspective moins carbonée. Et d'autre part, la polarisation politique qui en plus a été renforcée par Trump, dont les campagnes, on le sait, sont financées par les dans cette campagne-là ont été financées par, comme d'habitude, les grands du pétrole. La tech et le pétrole. Et cette fois-ci, avec l'ajout de la tech. Et la tech ayant... Et c'est très intéressant ce qu'on explique dans notre livre avec Emmanuel Guérin, là, le climat est un sport de combat, c'est que la tech a changé de position. C'était plutôt un milieu pro-énergie renouvelable au début. C'est que la Californie, là où ça s'est le plus développé. Enfin, cela dit, au Texas aussi, il y a beaucoup d'énergie renouvelable. Et ce groupe, à la fois, en fait, s'est rallié à Trump pour des raisons très précises. C'est qu'il voulait absolument bloquer toutes les lois antitrust que l'administration démocrate voulait pousser et que Trump avait promis de ne pas du tout utiliser. Et or, on est en phase de monopole, enfin d'oligopole plus exactement. Deuxième chose, il voulait de l'énergie à tout prix. Très vite, à cause des centres de données et de l'énorme demande d'énergie pour l'instant de l'intelligence artificielle. Ouais. Et du coup, cette drôle d'alliance s'est faite entre le secteur pétrolier, qui est plutôt du passé, avec ce secteur très moderne, pour soutenir Trump, avec une agressivité incroyable, puisque aujourd'hui, à la fois des grands soutiens et des grandes puissances économiques, comme Peter Thiel, celui qui a créé Palantir ou d'autres, plaident pour ou disent l'antéchrist, c'est l'Europe, parce qu'ils préfèrent l'environnement. Et ils sont contre le progrès. Donc, peignant l'environnement, l'écologie, la lutte contre le changement climatique, comme un problème quasi religieux de refus du progrès économique et technique. Bon, du coup, tout ça a fait un moment où identité, polarisation est devenu un peu un emblème. Et on a vu en Hongrie, en République tchèque, y compris en Pologne, dans les mouvements du parti Loi et Justice, se dire c'est une bonne façon de se différencier. C'est vraiment un énorme problème parce qu'on n'arrivera jamais à avoir une action cohérente. Encore une fois, les politiques peuvent être différentes. On peut avoir des poids sur les politiques de prix ou sur les politiques de subvention ou sur l'investissement. Enfin, on peut faire plein de choses différentes. Mais le fait de considérer que c'est un marqueur identitaire, ça va nous faire perdre des années et des années. Et c'est ça qui se passe au plan européen. Du coup, au lieu de raisonner un peu calmement sur le fait qu'il y a certaines législations européennes qu'il faudrait modifier, moi, j'y vois aucun problème, mais de faire qu'on s'en débarrasse, et juste ce problème de polarisation. Et est-ce qu'on peut dépolariser ce débat au moins en France ? En Europe, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Est-ce qu'on peut arriver à le faire aujourd'hui en France ? Ça serait très important que dans cette campagne électorale, ça ne soit pas un sujet de division, mais au contraire un sujet de convergence. Et lorsque tous les travaux d'ailleurs d'autres sondeurs, mais effectivement de plusieurs et de Parlons Climat, l'écologie peut être un facteur de rassemblement. Et donc c'est dommage. Ça serait même formidable que dans la campagne électorale, on voit cette convergence apparaître contre ces extrêmes qui n'en veulent pas et qui ferait que on aurait une approche de ce sujet parce qu'on a besoin de facteurs de réconciliation. C'est évident qu'on en a besoin. Personne n'aime être dans une société en guerre. Ce n'est pas un objectif pour personne. Donc,
Je comprends que dans tous les sondages, c'est un facteur de rassemblement. Les autres sujets peuvent être clivants. Le droit des femmes, l'immigration, il y a plein de la sécurité, la manière dont on voit la sécurité peuvent être différentes. Mais ça devrait être un point de convergence. Et j'espère que ça sortira dans nos débats. Ferréol. Alors, j'ai deux choses à dire là-dessus. Il y a deux éléments. Premier élément, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une partie du centre-gauche ou des premiers écolos un peu à l'origine qui se droitisent aussi. Par exemple, vous avez Yannick Jadot, qui était quand même le candidat de la primaire, puis après le candidat à la présidentielle pour Europe Écologie Les Verts, qui est sénateur de Paris, qui est une des figures un peu connues du mouvement climat, qui dans Le Point, il y a peut-être 3 semaines, a fait un grand entretien dans lequel il dit l'écologie doit être conservatrice. Donc c'est quand même aussi un marqueur d'une certaine volonté d'aller chercher d'autres publics et peut-être lui aussi de s'éloigner de certains publics. Vous avez François Gémen qui... donc du GIEC, qui est quand même un des chercheurs bien connus du GIEC, qui, pareil, nous on commence à le voir avec notre think tank, qui se détache un peu des mouvements de gauche dont il venait au départ, plutôt Mediapart, pour arriver vers des publics plus de droite. Voilà, il participe à pas mal de nos travaux et il travaille avec nous. Et donc il y a quand même une volonté aussi, via, alors je dis pas que c'est peut-être le circuit court, mais on a quand même beaucoup de personnes qui sont originellement de gauche, qui commencent à passer à droite sur ces sujets, et je pense que ça aura un impact aussi. C'est-à-dire que un Yannick Jadot qui... quoi qu'on en dise, se droitise, ça a un impact sur le long terme. Et il ne va pas militer à LR. Il n'ira pas militer à LR, mais par exemple, on a fait notre grand colloque il y a 15 jours, on avait 500 personnes, sur l'écologie locale et l'enracinement. Sur ce sujet-là, on avait quand même le président de l'ADEME, on avait WWF, on avait François Gémen qui ont pris la parole avec des élus LR, par exemple Florence Portely, qui est comme vice-présidente, Antoine Vermorel, qui est député LR, un jeune député LR, vous aviez Clément Thonon, le conseiller d'Édouard Philippe. Et donc on a fait dialoguer toutes ces personnes-là sous la bannière de l'écologie enracinée. Et pareil, alors ça c'est un peu de la guerre culturelle, mais vous avez des sujets aussi qui évoluent et qui ne sont pas non plus constants. La question de l'enracinement, quand j'ai commencé à parler d'enracinement il y a 7 ans, c'était un sujet, j'étais le diable parce que je parlais d'enracinement, j'étais quasiment un écofasciste. Aujourd'hui, Bruno Latour, qui n'était pas spécialement catégorisé à droite, voilà, on est d'accord. Il était tout à fait, et il prenait ce mot-là, tout à fait. Absolument, enfin même il a initié beaucoup de réflexions Banlieue Climat, là-dessus. par exemple, la structure Banlieue Climat, a publié un bouquin qui est très intéressant, il y a peut-être 15 jours, qui s'appelle Les Enracinés. Donc ça montre aussi que les choses ne sont pas non plus complètement bloquées, qu'il y a des... Enfin voilà, la situation n'est pas non plus si terrible que ça. Et il y a notamment chez la jeunesse, des convergences sur le fond qui, un jour ou l'autre, quand il y a une génération de boomers mentaux qui doivent mourir, et la suite sera, je pense, plus belle. J'espère aussi. Banlieue Climat, c'est sur ce sujet-là, c'est un beau projet de la Fondation européenne pour le climat, dont je suis particulièrement fière. Voilà. Et je suis la présidente de l'école et la marraine de l'école pour le climat qui a été ouverte à Saint-Ouen. Donc, je tiens les 2 bouts de la chaîne. Hein. Est-ce que tu peux la décrire en 2 mots, juste pour c'est formidable. C'est vraiment quelque chose dont j'ai une profonde admiration pour ces groupes de jeunes qui, il y a 3 ans, à partir d'une idée, ça s'est focalisé, c'est très intéressant, à partir des problèmes de santé dans les quartiers marginalisés, évidemment plus victimes de la pollution, souvent des enfants d'une première génération d'immigrés qui sont venus travailler en France dans des conditions difficiles, dans les usines, dont les parents ont eu des problèmes de santé très sévères liés à ces conditions de vie, et qui se sont dit... D'abord, on va essayer de prendre ces questions de santé puisqu'on en est particulièrement victime. Et ils ont donc créé quelque chose qui s'appelait Banlieue Santé, c'est-à-dire comment on prend en charge nos problèmes de santé du point de vue du débat public. Hein. Et puis, ils se sont progressivement vu la relation entre les questions de pollution et les questions de climat. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique. Il y a 3 ans, ils ont commencé à faire des formations de jeunes entre 15 et 20 ans pour expliquer le changement climatique, d'où ça venait, les enjeux internationaux, avec des stages sur le terrain et puis des formations tous les week-ends. Et avec un point de vue que j'ai trouvé incroyablement positif pour la société française, qui était, on nous parle tout le temps on attend tout le temps de nous qu'on parle d'intégration, d'assimilation, ou de justice, ou d'oppression, ou de rapport avec la police. Et nous, on veut parler, comme n'importe quel citoyen, des problèmes du monde. Et donc, ils ont continué, ils ont délivré des diplômes. J'ai délivré les diplômes de la première fournée.
Et c'était très émouvant de voir les mamans de plein de quartiers de la banlieue, de Saint-Denis ou d'autres, venir très heureuses de voir que leurs enfants s'étaient accrochés à quelque chose de profondément positif. Et puis ça a débouché sur la création de l'école qui, elle, fonctionne par des stages de formation de plusieurs jours et où différents scientifiques viennent faire des cours tout à fait classiques. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que tous ces jeunes, parce que c'est vraiment des jeunes, hein, Sana qui a, elle est plus âgée. Elle a Celle été qui a écrit enfin, qui vient de publier le bouquin, là. enracinée, oui, Sana Saouli, qui est une fille formidable, vraiment formidable. Je trouve que ce genre de personnes, j'espère qu'on va les voir dans la politique active. Et en faisant l'école, ils se sont rendus compte que, au fond, tout le problème était de gagner dans la citoyenne, dans la vie publique, une parole qui à la fois redonnait une certaine fierté à leurs parents, parce que leurs parents, c'était la génération qui a fait quand même les 30 Glorieuses françaises. Et puis, du coup, Et alors, ils ont fait un mouvement extraordinaire qui s'est d'ailleurs traduit à Bélem d'une façon magnifique. Ils ont emmené les mères, toutes les mamans, faire un grand circuit de Paris à Strasbourg en vélo, avec les enfants et les mamans sur des vélos, pour montrer que les mères aussi, même si elles n'avaient pas suivi ces formations, elles étaient engagées. Et l'entreprise Veja, qui est très implantée au Brésil avec les communautés locales amazoniennes, les a emmenées avec Sana et bien d'autres, voir qu'est-ce qui se passait en Amazonie, les conditions de vie des populations amazoniennes, et aussi ils ont créé des ateliers de fabrication là-bas auxquels ces mamans qui viennent à l'origine, c'est plutôt quand même la première génération d'immigrés, eux c'est les enfants, Mauritanie, enfin de différents points d'Afrique en général ou d'Afrique du Nord, et montrer que ces mères qui ne sortaient pas de leur quartier ont vu le monde. Et je trouve ça une magnifique réconciliation des imaginaires. Donc je suis très fière de ça, de ce qu'on a aidé à faire. Je trouve qu'il faut donner à tous ces jeunes militants, qu'ils aient des formations universitaires ou pas. Bon, alors il y a Sciences Po et ce qu'on va faire pour les masters, mais il y a aussi dans la vie publique permettre à tous ceux qui ont cette vue un peu généreuse, un peu large du monde, les moyens d'entrer dans la vie politique, et pas comme le dernier de la liste municipale ou un peu le casting qu'on fait pour avoir telle ou telle figure. Et là, je crois qu'il y a un grand progrès à faire dans le milieu politique français, qui est encore très ségrégationniste, je trouve. Merci Laurence. On va rester sur cette image pour finir, mais peut-être un mot de conclusion, Ferréol. Oui, moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir un peu l'évolution de l'écologie, qui devient le sujet central entre les jeunes de droite, de gauche, du centre, et qui sera sûrement le sujet qui, dès qu'on va se rapprocher du 22e siècle, on se rapproche au fur et à mesure du 22e siècle, le sujet numéro 1 pour lutter contre le réchauffement climatique, pour pouvoir avoir une terre durable, pour pouvoir avoir une politique enracinée, innovante et positive finalement. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. On est obligé de s'arrêter, mais je sens qu'on aurait pu continuer encore longtemps. Évidemment, rejoignez-nous pour continuer ce débat-là sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, et surtout pour la prochaine édition du Forum de Paris sur la paix. Ce sera les 11 et 12 novembre prochains, notre date traditionnelle du 11 novembre, au Palais de Chaillot et en ligne. Il y aura beaucoup de séquences qu'on pourra suivre en ligne. Il y aura toute une partie consacrée à la planète. Traditionnellement, le forum s'occupe de la paix, des peuples et de la planète, et donc toute une partie consacrée à ça, comme on avait fêté les 10 ans des accords de Paris à l'automne dernier. Et nous continuerons cette série de podcasts avec d'autres sujets à venir, y compris d'ailleurs dans cette même veine environnementale, avec les questions par exemple d'ESG 2.0, c'est-à-dire que devient l'ESG après le backlash dont on a parlé pour les entreprises concrètement, au-delà du champ politique, mais aussi d'autres thèmes comme celui de l'IA qu'on a déjà traité, de la cybersécurité. Merci encore beaucoup à tous les deux d'être venus, et à bientôt, j'espère.